¿Cómo es posible que esté delante de una segunda revolución chilena? ¿Qué ha pasado para que todo un país se despertara? Il y a cette partie de la société chilienne qui continue toujours d'avoir des rêves et des projets d'égalité sociale, de réforme radicale, d'émancipation. Je m'appelle Eugénia Pagliaracchi, je suis historienne, maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 et je travaille depuis une vingtaine d'années environ sur l'histoire politique du Chili et de l'Amérique latine durant les années 60-70. Au Chili, dans les années 60, il y a une effervescence sociale qui trouve différentes canalisations politiques. Ces mobilisations-là, cette effervescence sociale-là, elle permet en 1970 la victoire du candidat de la gauche unie, Salvador Allende, qui est soutenu par deux grands partis marxistes, le Parti communiste et le Parti socialiste. Il y a d'une part une très grande joie au sein de la gauche, y compris la gauche extra-parlementaire, représentée à cette époque-là par le mouvement de la gauche révolutionnaire, le MIR, auquel j'ai consacré 2 livres, publiés au Chili et un en France, et aussi une effervescence et une grande joie au sein des secteurs les plus à gauche de la démocratie chrétienne. Pendant la première année, Salvador Allende, il a une sorte de trêve. Il met en œuvre plusieurs mesures économiques. Il y a une hausse sensible des salaires, plusieurs nationalisations des banques, de secteurs clés de l'économie, entre autres la nationalisation du cuivre, qui reste l'un des principaux produits d'exportation chiliens. Cette mesure de la nationalisation, elle est soutenue par l'ensemble des partis politiques. C'est une mesure à l'époque très consensuelle. Elle permet au Chili de produire, d'avoir des revenus conséquents pour mener à bien sa politique sociale. Mais à la fin de cette première année, pour plusieurs raisons qui sont à la fois politiques, il y a par exemple Fidel Castro qui visite le Chili et qui reste 3 semaines, générant beaucoup de peur, surtout parmi les classes moyennes et les secteurs les plus aisés, qui considèrent qu'Allende va prendre la voie cubaine vers le socialisme. Il y a aussi des raisons socio-économiques, puisque la hausse des salaires enclenche entre autres une très forte inflation que le gouvernement a du mal à contrôler. Donc il y a des tensions à la fois sociales, économiques et politiques qui vont en augmentant. Et à partir de l'année 72, les classes moyennes et l'opposition commencent à mener une campagne frontale d'opposition à Allende. On a souvent expliqué ces mobilisations ou ces mouvements d'opposition et de boycott de l'économie comme une preuve de l'intervention des États-Unis dans la politique chilienne. Effectivement, l'opposition, elle a compté sur le soutien économique des États-Unis, mais cette opposition-là, elle se mobilise parce qu'elle voit dans le projet économique et social et politique d'Allende une vraie menace, une menace presque existentielle, puisque le projet d'Allende vise et se propose d'arriver au socialisme, certes dans la démocratie et par la démocratie, mais d'arriver quand même au socialisme. Cette crise, qui est à la fois une crise sociale, économique et politique, elle devient de plus en plus aiguë au cours de l'année 73. Les différents acteurs politiques commencent à la fois à manifester dans la rue, à envisager différentes sorties non légales à la crise. Certains parlent de guerre civile, d'autres, notamment l'aile gauche de l'Unité populaire et le MIR, appellent à armer le peuple pour qu'il puisse résister à un éventuel coup d'État. Allende ne le souhaite pas, le Parti communiste ne le souhaite pas non plus, à mon sens, a raison. Et finalement, il y a, à partir du mois de juin 73, beaucoup de mouvements militaires qui essaient de rompre avec la légalité. Un politique, a un dirigente, el proceso social va a desaparecer. Un error, puede demorarse, puede prolongarse, pero la postre no podrán detenerlo. En el caso de Chile, bueno, si me asesinan, bueno, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la diferencia quizás que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una elección muy objetiva para la masa de que esta gente no se detiene ante nada.
Donc il y a une première tentative échouée de coup d'État en juin. Et au mois d'août, au sein de l'armée, les officiers qui soutiennent Allende et qui sont contre le coup d'État sont arrêtés et torturés. Ce sont les premières victimes de torture, donc avant le coup d'État du 11 septembre. Et une fois que l'armée a été, les forces armées ont été épurées d'éventuelles résistances, le coup d'État a lieu. Donc le 11 septembre 1973, il y a un mouvement des troupes d'abord à Valparaiso et ensuite à Santiago, où le palais présidentiel est bombardé. Au sein du palais présidentiel de la Moneda se trouve Allende, où il s'est rendu pour défendre la démocratie chilienne, et il est acculé au suicide. Il sait très bien qu'il n'y a pas d'issue, et que même si on lui autorise de quitter le palais présidentiel, il aura un accident probablement après sa sortie du palais présidentiel. Donc il préfère mourir dans le palais présidentiel, ce qui lui permet aussi de devenir un symbole de la résistance et de l'opposition. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Pinochet, il joue un rôle de second plan jusqu'au coup d'État. Il commence à assumer un rôle de plus en plus actif et important à partir du mois de septembre 1973. Donc la junte militaire, entre 1973 et 1976 s'occupe surtout de réprimer les résistants. La répression commence par les secteurs populaires de Santiago, parce qu'on craint une insurrection populaire de la part de ces secteurs sociaux qui avaient soutenu Allende tout au long des années 70-73. Quand l'opposition populaire finit d'être réprimée, on commence à s'attaquer aux organisations politiques, à commencer par la gauche extra-parlementaire qui prônait la lutte armée et qui avait aussi décidé de ne pas s'exiler, de rester au Chili pour résister au coup d'État. Cette répression s'achève à la fin de l'année 74-75. Ensuite, la dictature s'attaque aux deux grands partis de gauche et aux dirigeants et aux structures clandestines qui restaient actives au Chili, très limitées. Donc, il s'attaque au Parti socialiste et au Parti communiste. À partir de 1976, c'est le projet socio-économique de la dictature militaire qui commence à être mis en place. Et c'est un changement tellement radical que certains l'ont caractérisé comme une révolution conservatrice. Moi, je préfère ne pas utiliser le terme de révolution, de le réserver pour les vraies révolutions qui parviennent à une émancipation des peuples. Mais disons que ce concept reflète combien les mutations sociales et économiques promues justement par la dictature ont été radicales. Évidemment, ce type de pression économique a comme conséquence la transformation aussi de la société où progressivement les solidarités qui existaient et dont on avait vu les effets clairement pendant l'unité populaire, mais aussi avant, elles disparaissent. Minimum. Cela paye très peu. Oui. Combien qu'il gagne? 300 pesos par quinzaine. Ça fait 600 pesos par mois. Et comment vous débrouillez-vous? Comme on peut, je lave le linge des autres. 2 kilos de pain, 17 pesos, soit 510 pesos par mois pour le pain. Reste environ 100 pesos pour vivre. Les individus deviennent de plus en plus isolés, luttant face à un système qui ne leur veut pas beaucoup de bien. L'opposition à la dictature commence à se réorganiser. Il y a d'un côté le Parti communiste qui commence à prôner toutes les formes de lutte, y compris la lutte armée, et qui fait même un attentat contre Pinochet qui échoue de justesse en 1986. Il y a aussi le MIR, très affaibli, mais qui continue d'essayer de résister. Ils font une première tentative à la fin des années 70 qui échoue lamentablement. En fait, ils essayent d'installer un foyer de guérilla
dans une région où il n'avait aucun soutien populaire réel. Et dans les années 80, il y a des militants miristes qui commencent à s'installer dans les quartiers populaires des grandes villes, notamment de Santiago, et qui commencent à réorganiser une résistance parfois armée, mais surtout populaire et politique, qui aussi sera importante pour la politisation de certains secteur populaire dans l'après-dictature. Et je dis l'après-dictature parce que cette autre partie de l'opposition, c'est-à-dire le Parti socialiste et la démocratie chrétienne, ne croit pas en opposition à une résistance armée à la dictature, mais préfère négocier avec les militaires l'issue de la dictature. Donc ce pacte qui est passé entre la dictature et le civico-militaire, pour le coup, et l'opposition modérée, permet l'organisation d'un référendum en 1988 avec deux campagnes, une campagne pour le oui qui soutient Pinochet et qui permettrait, si elle gagnait, de laisser Pinochet au pouvoir pour 10 ans de plus, et une campagne pour le non et qui est soutenue notamment par le PS et la démocratie chrétienne. Pinochet, il n'emporte pas l'élection, mais il compte sur le soutien de 43% de la population, ce qui est quand même un pourcentage très considérable après 15 années de dictature. Peu de gouvernements démocratiques au pouvoir pendant 15 ans pourraient compter sur un tel soutien. Ce qui explique aussi pourquoi, y compris aujourd'hui, il y a des nostalgiques de la dictature et il y a aussi des personnes qui sont capables de voter pour un candidat comme le candidat d'extrême droite Kast, qui s'était présenté aux dernières élections. Cette joie qui accompagne la victoire du non s'estompe très rapidement après le retour à la démocratie, ou plutôt dans l'après-dictature, parce que il y a beaucoup de continuités avec la période de la dictature, des continuités y compris institutionnelles et constitutionnelles, puisqu'elle a été remplacée par un gouvernement civil démocratiquement élu en 1990. À la fois l'unité populaire et la longue dictature de presque 17 années, elles ont un double impact sur le Chili d'aujourd'hui. Il y a d'un côté une très forte mémoire des 3 années de l'unité populaire qui se sont rendues très visibles en 2019 au moment des mobilisations sociales qui commencent en octobre 2019, le 18 octobre, et qui sont poursuivies tout au long du mois d'octobre, de novembre, y compris de décembre, de janvier et de février. Et c'est finalement la pandémie qui amène à une neutralisation de ces mobilisations. Il y a cette partie de la société chilienne qui est très nombreuse et qui correspond quasiment au pourcentage qui avait soutenu Allende en 1973, qui continue toujours d'avoir des rêves et des projets d'égalité sociale, de réformes radicales, d'émancipation, de solidarité. Et d'un autre côté, il y a cette partie de la société qui soit ne s'est pas opposée pendant la dictature ou a toléré la dictature, soit l'a soutenue. Donc il y a cette double âme chilienne qu'on le retrouve encore aujourd'hui au Chili et qui est, on pourrait le dire, un prolongement de l'histoire des années 70. Les années de l'unité populaire ont eu une très forte résonance, d'abord en Amérique latine et puis dans le monde entier. Ce projet de socialisme démocratique, il a un très fort impact, à la fois en Europe. En France, on a parlé de comment il y a des historiens qui travaillent sur l'impact ou la source d'inspiration qu'a pu constituer l'unité populaire pour le projet de gauche unie qui se développe au cours des années 70. C'est aussi le cas en Italie. Il y a un très fort impact de l'expérience de l'unité populaire, mais surtout du coup d'État au sein du Parti communiste italien. Et puis moi, j'ai fait des recherches sur l'impact d'Allende et du coup d'État en Grèce, où aussi le Chili constitue une référence centrale dans l'imaginaire politique dans
dans les années 70. La réaction première en Amérique latine a été la solidarité avec la résistance à la dictature, avec les militants et les dirigeants de gauche qui ont dû quitter le pays, qui ont dû s'exiler. Mais il y a aussi une vague de solidarité et aussi une réception d'exilés, à la fois en Europe de l'Est et aussi dans ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, des pays afro-asiatiques. Mais elles ont cette répercussion parce qu'elles résonnent avec des défis et aussi avec des questions que les gauches ou les mouvements de libération nationale se posent à cette époque-là. Notamment, comment c'est possible, dans cette période qui est quand même dominée par la concurrence entre les deux grandes puissances, les États-Unis et l'URSS, comment il est possible d'envisager ou d'imaginer une voie qui soit indépendante de ces deux puissances, qui soit plus appropriée ou plus adaptée au contexte local, qui ne soit pas juste une imitation ou une reproduction de modèles qui ont été conçus pour des réalités différentes. Et le Chili incarne aussi cette recherche de réformes socio-économiques radicales et d'une égalité sociale, mais qui puisse être conciliée et articulée avec un véritable projet démocratique qui respecte le pluralisme, la liberté d'expression, la liberté de presse, l'existence de différentes positions, de différentes idéologies. Donc c'est un pays qui a une longue histoire de politisation et de mobilisation ouvrière et populaire depuis le début du XXe siècle. ¿Y por qué no ha habido participación real y efectiva? ¿Y qué ha ocurrido con la falta de participación? La participación de los trabajadores es un problema político. Entonces la participación es para romper las estructuras capitalistas y para que los trabajadores se den organizaciones nuevas en este proceso de transición hacia el socialismo. Ces expériences du gouvernement de la démocratie chrétienne avec son projet réformiste dans les années 60 et a fortiori l'unité populaire ont élargi ce phénomène et ont permis aussi à ces secteurs populaires de savoir qu'ils méritaient d'être mieux traités, d'être pris en considération, d'être la principale cible des politiques sociales de l'État. Et sont aussi des secteurs qui ont, pendant les années de l'unité populaire, acquis un protagonisme, c'est un terme qui est utilisé depuis les travaux de Bernstein, et qui fait référence à cette conscience d'acteurs sociaux ou politiques qui jusqu'alors, jusqu'à la Révolution, se considèrent comme périphériques ou incapables d'avoir une incidence sur leur propre vie. Donc cette conscience qu'ils sont des acteurs de leur propre histoire et qu'ils sont capables de changer leur propre destin et aussi les destins de leur pays.